Bienvenue dans ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Pauline Danguy, dirigeante inspirée chez Go for Human. Psst. Avant ça, je voulais vous parler de Go for Human, l'aventure que je mène avec Thierry. Parce que oui, on aide les entreprises à être plus authentiques, plus engagées et plus agiles. Mais comment, me direz-vous? Eh bien, en alignant la direction sur la vision, les décisions et la communication, mais aussi en donnant aux managers les clés pour engager, fédérer et piloter leurs équipes. Et enfin, en aidant chaque équipe à mieux collaborer et mieux communiquer. Le tout grâce à des séminaires team building, du coaching, de la formation, du co-développement et du conseil RH. Parce que oui, on en est convaincu, une entreprise qui rayonne à l'extérieur, c'est d'abord une entreprise qui brille de l'intérieur. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ma vie de DRH. Aujourd'hui, j'accueille Mickaël Ankawa, qui est DRH et HSE au sein de la division industrie de Daher. Et on va discuter ensemble du sujet de la transformation. La fameuse transformation en entreprise qu'on a tous vécue au moins une fois, je pense. Alors, il y a différentes typologies de transformation, on le verra. Néanmoins, ça chamboule et il y a énormément de choses à accompagner, notamment en tant que DRH, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais avant de se plonger pleinement dans le sujet, bonjour Mickaël, je te laisse te Bonjour, présenter. bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, voilà, moi, ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que je suis en activité professionnelle. Et puis, j'ai eu deux vies dans ma vie professionnelle. Une première vie où j'ai passé quasiment une dizaine d'années dans le conseil et notamment sur la partie emploi et ingénierie sociale et stratégie sociale. Et une deuxième vie où j'ai appliqué les conseils que j'ai donnés pendant à peu près 10 ans en tant que DRH sur des activités dans un premier temps de services industriels et de logistique, et maintenant depuis 5 ans en tant que DRH dans l'industrie, notamment de l'aérostructure, des pièces d'avion pour des donneurs d'ordre et l'aviation d'une façon générale. Donc deux vies en une, avec deux casquettes différentes qui, je pense, apportent aussi beaucoup dans le regard et l'accompagnement que tu apportes en entreprise. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu voudrais bien nous expliquer rapidement dans quel contexte aujourd'hui tu évolues, même si j'ai cru comprendre que tu allais nous parler de plusieurs typologies de transformation et que tu allais revenir sur différentes expériences, mais c'est quand même intéressant de comprendre dans le contexte dans lequel tu évolues aujourd'hui. Oui, absolument. Le contexte aujourd'hui dans lequel j'évolue, il est relativement simple. Il est comme pour beaucoup d'entreprises, beaucoup de groupes industriels. On vit actuellement une transformation industrielle qui est extrêmement structurante pour nous, puisqu'elle va nous permettre d'anticiper à des horizons de 4, 5 ans et plus ce qui va se passer sur notre marché et faire en sorte de prendre le bon virage. Donc, le sujet de la transformation industrielle, c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant, surtout quand vous êtes sur une empreinte industrielle qui est mondiale, et la réflexion autour des activités est très prégnante de façon à permettre à préserver l'activité, préserver les emplois, préserver la compétitivité et la rentabilité. Donc ça, c'est aujourd'hui quelque chose dans lequel je suis pleinement engagé et qui va s'étaler sur un horizon après 2028, entre 2028 et 2030. Il y a de quoi faire. Et justement, alors si on se plonge maintenant un petit peu dans ton sujet de la transfo, est-ce qu'on peut déjà se redonner un peu de contexte? C'est quoi déjà la transfo, si on devait un peu la définir? Parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde y met un petit peu tout et n'importe quoi dans cette Mm. définition, donc je pense que c'est important de remettre à plat déjà ça. Ouais, absolument. Je pense qu'il faut regarder la transformation via un angle extrêmement simple, voire peut-être même simpliste au départ. La transformation, c'est à un moment donné partir d'un point de départ pour aller vers un point d'arrivée. C'est changer en fait ce qui fonctionne bien, moins bien ou plus du tout vers quelque chose qui va nous permettre en fait de préserver l'avenir. Donc en fait, pour être extrêmement simple, on va partir d'une actualité, d'un contexte qui soit interne, industriel, business, sociétal, pour aller derrière poser en fait une cible, une vision, respecter cette vision et accompagner en fait tous les pans de l'activité, que ce soit sur le volet économique, sur le volet de l'emploi, sur le volet de l'organisation, et en fait, in fine, permettre à l'activité, au-delà de la transformation, de durer dans le temps.
puisque la vocation d'une transformation, c'est de permettre à l'entreprise de continuer de vivre et d'affronter les aléas à laquelle elle va faire face. Je pense que de façon très simple, il faut rester sur cette idée-là. Alors après, des typologies de transformation, il y en a plusieurs, hein. Il y a des transformations sous contrainte économique, comme la restructuration, on pourra s'en dire un mot après. On a des transformations plus managériales au travers de filialisation d'activités qui sont des transformations un peu plus à froid. Et puis après, il y a la transformation que nous, on vit aujourd'hui industrielle, qui est une transformation d'anticipation, une transformation de compétitivité pour permettre à une activité de durer dans le temps. Après, elles ont des points communs, et ça, on y reviendra sur la façon dont on construit, et dont on embarque et dont on structure la transformation. Elles ne sont pas bien différentes. Derrière, ce seront les messages et la façon dont on embarque les équipes qui sera forcément différente. J'ai hâte que tu nous en dises plus sur les clés, en tout cas si elles se ressemblent, parce que tu expliques qu'effectivement il y a différentes typologies, plus d'anticipation ou de réaction à une situation, quelle qu'elle soit. Et pour autant, il semblerait qu'il y ait des grands principes. Ouais. Est-ce que simplement tu pourrais nous partager un petit peu toi, ce que tu as vécu en termes de transformation, vu que tu as été dans plusieurs contextes différents. Ouais. Quels sont justement les transfos que tu as vécu et sur lesquels tu vas aussi, justement, j'imagine, t'appuyer pour pouvoir partager des grands principes et des grandes idées. Ouais, alors moi j'en ai vécu trois principales, hein. Les premières transformations, c'était des transformations de restructuration. Et là, forcément, c'est de la transformation vraiment sous contrainte économique où en fait l'entreprise n'a pas le choix qu'à un moment donné de bouger organisationnellement, de se réorganiser, parce que sinon elle a un risque de déconfiture, de perte de compétitivité, voire d'arrêt, tout simplement. Donc ça, c'est la première typologie vraiment que j'ai vécue. Je l'ai vécu en tant que consultant et je l'ai vécu aussi en tant que DRH, notamment au moment de la crise sanitaire où il a fallu très très vite s'adapter à un contexte qui nous a beaucoup percuté et qui a fait qu'à un moment donné, on ne pouvait plus continuer euh, tel qu'on était organisé. Donc ça, c'est vraiment vraiment la première typologie que j'ai vécue dans le conseil et en tant que DRH. La seconde vraiment que j'ai vécue là, cette fois, en tant que DRH, c'est un sujet de transformation managériale et organisationnelle et de filialisation des activités, comme j'expliquais, parce que, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont grandi, qui ont grossi, qui ont évolué en termes de croissance. D'ailleurs, c'est une entreprise qui a 4 activités de services industriels, qui est avionneur, de logistique et de production manufacturière, dont je suis le DRH, et qui était à un moment donné regroupé dans une même entité juridique. Et donc, dans cette entité juridique, on avait un cadre légal, et notamment, je vais prendre un exemple extrêmement simple, qui est celui des politiques salariales et de la NAO. On était obligé de négocier pour tout le monde la même chose, alors que les business avaient des réalités économiques différentes. Donc, à un moment donné, on s'est dit que pour pouvoir aussi adapter les business à leur marché, à leurs contraintes, et tenir compte vis-à-vis des salariés, des engagements non pas différents qu'ils peuvent avoir, mais en tout cas prendre en compte ce qu'ils vivaient de façon beaucoup plus opérationnelle, on a décidé de filialiser. Donc ça forcément, ça occasionne beaucoup de choses, une transformation sociale pour les partenaires sociaux, une transformation du business avec un positionnement managérial pour les CEO des différentes branches qui est finalement différente. Donc ça, c'est la deuxième transfo. Et la troisième transfo, c'est celle que je vis aujourd'hui, ce qui est un plan de transformation industrielle, puisque l'aéronautique et le secteur aéronautique est en train de bouger. Aujourd'hui, c'est un écosystème qui était vraiment coupé en deux, avec d'une part l'Amérique du Nord d'un côté et d'autre part l'Europe, puisque c'est un monde qui est gouverné par deux grands donneurs d'ordre que sont Boeing et Airbus, si je le fais de façon extrêmement schématique. Et finalement, les aspects de compétitivité ont beaucoup évolué sur les 10, 15, 20 dernières années. Et aujourd'hui, notamment sur les fuselages d'avions, on a des réflexions de compétitivité et d'anticipation de la rentabilité qui sont de plus en plus fortes. Donc forcément, ça nous fait bouger aussi les réflexions en termes d'empreinte industrielle. Ça veut dire aussi comment on monte sur les pays matures que peuvent être la France, les États-Unis par exemple, sur des productions où le coût du travail supporte
ces productions et comment derrière on arrive dans notre empreinte industrielle ou même à l'extérieur de notre empreinte industrielle à mettre des productions dont on ne sait plus supporter le coût du travail. Et ça, forcément, c'est extrêmement prégnant parce que il faut pouvoir expliquer aux salariés que c'est pas un désaveu, mais c'est avant tout peut-être pour nous une opportunité de repenser un peu notre modèle économique, social, organisationnel et managérial et notre approche pour pouvoir justement continuer de durer dans le temps et ça j'insiste beaucoup là-dessus. Là, ce que tu viens de citer, c'est vraiment des exemples vraiment très différents les uns des autres. Et du coup, je suis curieuse de connaître, selon toi, quels sont un peu les grands principes Mmh. d'une transfo qui Mmh. se relient tous entre eux, alors même Ouais. que ce que tu me décris semble très opposé. Ouais, absolument. Bah, finalement, moi, j'y vois vraiment 4 grands paquets, si je puis dire. C'est déjà dans une transfo, il y a une chose qu'il faut absolument faire, et parfois il faut se faire accompagner pour le faire, c'est l'évaluation des risques de la transfo. C'est le pourquoi on le fait, et finalement, où est-ce qu'on veut aller, et est-ce que les gains de la transfo sont supérieurs, pardon, aux ennuis que l'on va avoir pendant qu'on va la déployer. Et cet assessment du risque, il est clé. Toutes les transfos qui plantent, c'est des transfos dont on a mal évalué, les risques et opportunités. Ça peut paraître extrêmement bête, mais en tout cas, c'est un passage obligé et puis il faut le faire sans concession. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire: «Ah ben non, mais ça, c'est un risque, un peu moins important, donc on ne le met pas, on verra plus tard» et cetera. Il faut tout poser et après on les hiérarchise. Ça, c'est le premier élément et ça relie vraiment les 3 plans, les 3 exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Le 2e élément, c'est, la structuration du plan de transformation. Parce qu'un plan de transformation, il doit se structurer au travers d'un point de départ et un point d'arrivée, c'est-à-dire une cible de la transformation. Où est-ce qu'on veut aller pour vraiment qu'on voit le chemin et le point d'arrivée? Ça, c'est clé parce que si on ne voit pas le point d'arrivée, si le corps social ne voit pas le point d'arrivée de la transformation, il ne pourra pas adhérer à la transformation. Ça, ce n'est pas possible. Et ça, donc il faut être suffisamment bien structuré, avoir une gouvernance très claire de la transformation, qui est le sponsor, qui arbitre, qui est en charge de quoi. Et il faut le faire très, très vite parce que c'est pas une fois qu'on a tous les chantiers posés sur la table qu'on doit se poser la question de quels moyens on y met, de quelles ressources on y met, de qui pilote quoi, parce que sinon on va se regarder avec les yeux ronds, dans le comité de direction en disant: «Bah tiens, bah là on est bloqué, on peut pas déployer parce qu'en fait on sait pas, qui on met». OK? Et puis, bah là on peut pas avancer parce qu'on sait pas qui arbitre. Ça, c'est pas possible. Donc une gouvernance extrêmement forte avec une personne et moi je milite beaucoup pour que les transformations soient sponsorisées par les CEO parce que c'est eux à la fin qui sont eux qui ont les leviers, qui ont la capacité très forte d'arbitrage et qui vont pouvoir dire: «OK, maintenant la priorité, on la recentre plutôt de ce côté-là, plutôt que de ce côté-là et je vais assumer» et le comité de direction sera beaucoup plus à l'aise pour assumer avec le CEO. En tout cas, on pourra gérer l'alignement. Heu, le 3e point, c'est la convergence des objectifs managériaux. On ne peut pas se permettre dans un comité de direction qui va mener une transformation sur une activité, d'avoir des objectifs managériaux qui sont dissonants. On ne peut pas se permettre de partir en étoile, c'est pas possible. Il faut qu'à un moment donné, on soit tous réunis et que les objectifs managériaux liés à la transformation soient convergents vers la cible. Et ça, c'est extrêmement important et ça, on oublie parfois que c'est un des éléments clés. Sachant que n'oublions jamais qu'une transformation, elle vient se mettre par-dessus la gestion quotidienne d'un travail qui est fait tout au long de l'année. Dans une activité de production, dans une activité industrielle, la raison d'être, c'est de sortir les produits pour lesquels on a des contrats. Et en même temps, on doit expliquer aux gens que on doit changer cette façon-là de le faire. Donc ils doivent le faire et en plus, ils doivent changer la façon de le faire. Donc c'est extrêmement, prégnant pour eux et si à un moment donné, on a des objectifs qui sont dissonants entre ceux qui font la production, ceux qui mènent la transformation, vous avez 100 de chances d'échouer. Et puis le dernier point qui est clé. Et ça, encore une fois, la convergence des objectifs managériaux, vous le retrouvez aussi dans les sujets de restructuration, de fusion-acquisition, de fidélisation, de filialisation, et cetera, pardon, et de transformation industrielle. Et puis le dernier point, et ça, il est extrêmement clé, mais n'est viable que si les 3 autres sont bien alignés, c'est la communication et le change. Et c'est pas, alors
Là, je redis quelque chose que tout le monde sait, globalement. Mais en même temps, c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est le point le plus compliqué. Parce qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un, dans l'équipe de transfo, ou en tout cas dans la gouvernance de la transfo, se l'approprie. Et tout le monde est toujours très frilé à essayer de se l'approprier. Nous, on a fait un truc très simple, c'est que globalement, on s'est réparti les rôles entre moi en tant que DRH, et la directrice du projet de la transfo industrielle pour pouvoir en fait mener en fait toute la chaîne de communication qui part notamment du client parce que souvent les transformations industrielles elles sont aussi demandées et accompagnées par les clients, c'est extrêmement important et avoir toute cette chaîne de communication qui part du client et qui va au plus proche de l'opérateur qui produit dans l'usine. Et ça c'est extrêmement important. Mais pour ça, il faut avoir des réflexes, il faut avoir des éléments de langage, il faut aussi trouver les bons jalons de communication. Qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'on ne dit pas la même chose à un client, on ne dit pas la même chose à un comité de direction, à un top management, à une frontline, c'est-à-dire un management de proximité, à des opérateurs. C'est pas vrai. Donc ça, il y a un exercice de pédagogie extrêmement fort, de vulgarisation des éléments de langage et d'alignement. C'est-à-dire que c'est très important qu'à un moment donné, on parle d'une même voix, même si on utilise des mots différents. Voilà pour moi, globalement, les 4 grands principes qui relient les plans de transformation, quels qu'ils soient. Effectivement, c'est assez solide ce que tu racontes et il y a beaucoup de choses effectivement qui s'entremêlent, quand tu parles de gouvernance, de communication, moi j'y vois aussi le lien fort que tu dois avoir. Ben, on pourrait parler d'un triptyque, mais ton DAF, ton DRH, ton DG, sont clés dans ta transfo, au-delà de la personne qui pilote la transfo. Parce qu'en fait, ce que tu expliques là, c'est que, la transfo, il y en a de partout et que ça a besoin d'un vrai cadre pour déjà échelonner ce que tu fais, comment tu le fais, les risques qu'on prend, etc., etc. Euh, mais dans tout ça, il y a des humains derrière et il faut pouvoir bien ordonner tout ça. Euh, et c'est clé Absolument, en fait. absolument. En fait, il y a, quelque chose qui pour nous est clé et qu'il faut absolument éviter, c'est, les comportements qui vont bouger, par rapport à la transfo. Je m'explique. Aujourd'hui, si on ne se structure pas correctement, si on n'est pas convergent sur les objectifs, si on n'a pas bien évalué les risques et fait la bonne communication, on va se retrouver face à 3 types de comportements qui vont faire que la transformation va échouer. Aujourd'hui, on va se retrouver, fondamentalement, on peut se retrouver à des problématiques de résistance au travail et de résistance à la transformation. C'est-à-dire, concrètement, des gens, en fait, qui ne veulent pas bouger, qui ne veulent pas se transformer. Et si on pense qu'une transformation, ça se passe dans un comité exécutif, ça se passe dans un comité de direction ou entre top managers, on se trompe. Parce que si vous n'avez pas les gens sur le terrain qui bougent eux-mêmes pour se transformer, vous transformez globalement pas grand-chose. Et donc, il faut absolument, absolument éviter ces problématiques de résistance au changement, de résistance à la transformation. Vous pouvez être aussi confronté à un deuxième type de comportement qui est de dire: «Oui, mais moi, je suis payé pour faire un boulot, je ne suis pas payé pour me transformer». Donc globalement, on a des gens, ils viennent, ils font leurs heures, ils font leur travail et puis ce qu'on leur demande de faire en parallèle, ils le font pas. «Ah bah non, c'est pas dans ma fiche de poste» et cetera, machin et donc en fait, ils descendent leurs priorités parce que déjà, ils considèrent parfois qu'ils sont pas assez payés et cetera, machin et parfois ça arrive et même malheureusement maintenant de plus en plus souvent, avec les problématiques de pouvoir d'achat que l'on a, les discours, ont plus de mal à passer donc ça, il faut l'entendre. Et puis après, vous avez un 3e type de réaction qui est lié à la perte de sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, prêts à se transformer, qui sont, prêts à donner, d'eux-mêmes, mais enfin, au moins, il faut qu'ils comprennent pourquoi ils le font. Et si vous donnez pas de sens à votre transformation, en tout cas si vous l'expliquez pas correctement, bah, vous allez perdre aussi des gens, non pas qui ne voulaient pas faire, mais qui n'ont pas compris pourquoi ils devaient le faire. Et ça, c'est extrêmement important, d'avoir, ces schémas-là en tête. Donc, bon, encore une fois, c'est vraiment cette structuration-là, elle doit anticiper ces points et le triptyque dont tu parlais, pardon, excuse-moi, heu,
avec le CEO, le directeur financier, le DRH, et puis après, bien évidemment, le management opérationnel, qui est là pour articuler la transformation, est relativement clé. Et nous, bah, du coup, en tant que DRH, on a des choses, en tout cas, des choses à faire valoir, des choses à proposer et de la valeur ajoutée à amener dans tout ça. Et justement, dans tout ça, c'est quoi concrètement, ton rôle? Où est-ce qu'il commence? Où est-ce qu'il s'arrête? Parce que, j'imagine qu'on pourrait prendre la transfo à bras-le-corps et faire ça, toute la journée, il y a clairement de quoi faire. Mais c'est quoi ton rôle en tant que DRH là-dedans? Et c'est quoi, peut-être qu'on pourra parler dans un deuxième temps, sinon ça fait 2 questions en une, mais, c'est quoi les clés pour réussir? Ouais. Alors, en tant que DRH, on a, un premier élément qui est très technique et qui est lié à notre métier, c'est que, nous, on a la maîtrise du cadre légal et du cadre social. Ça, c'est un élément extrêmement clé dans une transformation parce qu'on ne peut pas mener, une transformation tambour battant, n'importe comment, en oubliant les partenaires sociaux et en globalement, ne les consultant pas. Ce n'est pas possible. Donc déjà, on a ce 1er point qui est de fait, qui est lié à notre métier. Et ça, on pourra peut-être, y revenir après, mais qui va être, pour nous, un élément clé parce que c'est aussi ça qui va nous permettre de structurer l'approche de la transformation vis-à-vis du management et du corps social d'une façon générale. Et après, le second rôle que l'on va avoir, c'est, bah, l'alignement. L'alignement du comité de direction, l'alignement des objectifs et tout le volet de la communication. Moi, j'ai un parti pris, j'ai tendance à croire que le DRH doit s'approprier le plan de communication de la transformation. Tout simplement parce que ça va être beaucoup plus simple et il va être le garant du déploiement des éléments de langage et il a une connaissance du corps social qui est en général beaucoup plus forte. Globalement, le DRH, c'est celui qui parle le langage économique, qui doit parler le langage économique, qui doit parler le langage opérationnel et le langage du business, le langage, social et le langage managérial. En général, c'est celui qui arrive à parler ces 4 langages-là et grâce à ça, il peut avoir une maîtrise de la communication et de la structure du plan de communication qui est beaucoup plus forte. Dans ton rôle, qu'est-ce qu'on attend, réellement de toi, au démarrage? Parce que Alors quand on lance une transfo, déjà il y a besoin d'un cadre, parce que sinon on peut partir dans tous les sens. mmh, Mais toi, tu commences par quoi? alors très simplement, après, m'être approprié le contenu et la raison d'être de la transformation, c'est très difficile pour un DRH de mener une transformation qu'il ne comprend pas lui-même, hein. Donc déjà, il y a quand même cet élément clé qui est de comprendre la transformation, le pourquoi on le fait et finalement qu'est-ce qu'il y a derrière. Si le DRH n'a pas compris, par exemple dans une transformation industrielle, que bouger des activités, c'était clé à la survie et à la compétitivité, mais pas pour faire de la compétitivité, mais pour faire aussi de la rentabilité et pour faire survivre les emplois dans un horizon de temps, forcément, on va avoir un premier problème. Mais globalement, après s'être approprié ce contexte-là, il doit évaluer les risques sociaux. Ça, c'est quand même un élément qui est clé et fondamental pour un DRH, c'est l'évaluation du cadre et regarder quels sont les pièges à éviter. La première question que te pose un CEO, c'est, ben, quels sont les risques? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je peux faire comme ci ou comme ça? Est-ce que là, on peut pas aller un peu plus vite? Parce qu'on veut toujours aller vite. Et puis, il faut pas oublier, et ça c'est l'anecdote qu'on a toujours tendance à croire, et alors que c'est faux, que le social et le volet RH est le chemin critique d'un plan de transformation. C'est faux. Le chemin critique d'un plan de transformation, il est opérationnel et lié au business et il est souvent technique. Parce que faut pas croire qu'on bouge une activité en débranchant des câbles, en remettant, des postes de travail à un autre endroit. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc en général, le chemin critique, il est technique, opérationnel et business plus que social. Nous, on a une chance, c'est que le cadre social est relativement normé et on a des points de repère temporels qui sont assez clairs, notamment sur les sujets, d'information et de consultation. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qui sont clés et puis après, la deuxième chose sur laquelle, en tout cas moi je suis attendu, c'est, m'assurer que l'alignement en termes de communication et d'objectifs, est respecté et faire en sorte que, ben, on parte pas collectivement en étoile, chacun de notre côté avec, nos devoirs à faire et revenir, un petit peu plus tard. C'est de s'assurer de la cohérence
à la fois sur le fond, mais aussi sur la forme du déploiement du plan de transformation. Donc tu as un vrai, pilier communication, dans ce que tu expliques, de déjà toi t'approprier le sens et ensuite de le partager à d'autres, notamment, tes partenaires sociaux dont tu parlais qui eux, forcément sont là pour défendre tes salariés, et qui vont, forcément essayer d'aller, défendre, coûte que coûte, certains points qui des fois ne sont pas logiques à long terme ou, vont avoir un impact négatif, mais à long terme et on a tendance à se dire que le court terme, c'est le plus important. Et l'autre pilier, c'est quand même, l'aspect, opérationnel où toi aussi, tu as ton rôle à jouer dans la partie pilotage, de l'humain et des équipes. Absolument, absolument et puis c'est vrai que là, j'ai parlé des partenaires sociaux, mais j'ai aussi, ma propre équipe parce qu'il faut pas croire que le DRH tout seul, sans son équipe, il fait quoi que ce soit et c'est aussi embarquer sa propre équipe qui sont les premiers relais sur le terrain du déploiement de cette transformation-là. Donc ça, c'est aussi un élément parce qu'on est DRH, mais on est aussi manager et ça, parfois, on a tendance et nos interlocuteurs l'oublient, qu'on a aussi nous-mêmes nos propres équipes, qu'il faut qu'on embarque nos propres équipes à faire, leur boulot à la fois quotidien, mais aussi dans le cadre du plan de transformation et c'est pas toujours évident. C'est quoi les grands risques, les grandes erreurs, Alors dans lesquelles on peut tomber ou que tu es même peut-être déjà tombé? alors oui, il y a des choses que j'ai malheureusement vécues et qui, a posteriori, peuvent être très douloureuses dans un plan de transformation qui peut échouer, et sur lesquelles je suis, très, très vigilant aujourd'hui. C'est, de s'assurer du sponsoring par le comité de direction du plan de transformation. Il faut que ce sponsoring du plan de transformation, il soit, sans faille, il faut qu'il soit, solide et il faut que le sponsor et encore une fois, moi je milite pour que le CEO soit le sponsor de la transformation, il puisse donner les arbitrages dans les moments clés. Il y a rien de pire qu'une transformation, heu, où on se retrouve à des étapes où on ne sait pas, comment arbitrer, à la fois les moyens, les ressources, les allocations de coûts, et les priorités. Il y a rien de plus destructeur dans une transformation et c'est pour ça que c'est extrêmement important de s'assurer du sponsoring de la transformation et moi, je suis plutôt un militant, d'avoir un CEO. Avoir un directeur de projet sur la transformation, une gouvernance avec, des points de passage, des jalons clés et cetera, c'est important. Le rôle du sponsor est clé. Si le sponsor, faillit, tout le monde faillit. Et ça, on a tendance à l'oublier parce que le sponsor, le CEO, c'est aussi un être humain et il faut l'aider. Il faut l'aider, faut lui donner, tout ce qu'on peut lui donner pour le mettre dans les meilleures conditions parce qu'in fine, l'arbitrage qu'il donne, lui-même, il se met en risque. Donc voilà, c'est quand même important. Donc moi, je suis hyper soucieux de ça. Le 2e point sur lequel je suis extrêmement, pointilleux et soucieux, ce sont les éléments de langage. J'ai beaucoup de mal, parce que je l'ai déjà vécu, à constater des éléments de langage qui sont pas alignés, où tout le monde veut dire la même chose, mais tout le monde le dit d'une façon différente et finalement qui est pas appropriée soit à la cible, soit ce sont pas les bons mots. Alors il y a il ça peut donner un aspect, très militaire au sujet, mais en même temps, une fois qu'on s'est approprié le contenu, les éléments de langage, après on peut utiliser nos propres mots, c'est pas un souci, mais au moins on a le même fil directeur, on a le même fil conducteur, tous ensemble. Et puis bien évidemment, je reviens sur la convergence des objectifs. Moi, je fais très attention aussi, aux objectifs qui sont posés au comité de direction et la façon dont ils sont déployés dans les équipes pour être sûr, en fait, qu'on prend en compte la transformation et les enjeux de transformation et on priorise pas plus un sujet qu'un autre, donc qu'on trouve le bon équilibre. Quand je t'écoute, en fait, je me pose la question de comment trouver ta juste place dans une transfo comme celle-ci. Il y a une sorte de notion d'équilibre où effectivement, tu as ton corps décisionnel qui doit avant tout être ton CEO et qui ensuite est porté, par toutes les directions qui sont en dessous. Mais comment, en tant que DRH, trouver, sa juste place? Alors, ça se construit pas au moment de la transfo. Ça se construit dans le temps, ça se construit bien en amont. C'est pas la transfo qui donne de la crédibilité au DRH, c'est tout ce qu'il a fait avant. Donc moi, si j'avais, une reco à donner, il faut vraiment travailler la relation
avec son directeur financier, donc son homologue de la finance, et son CEO avec les opérations et montrer qu'on est déjà en maîtrise des choses qui nous appartiennent, de nos thématiques, parce que forcément, dans le cadre de la transformation, on va pouvoir se réapproprier un certain nombre de sujets, on va pouvoir être écouté parce qu'on sera légitime. Dans le sujet de la transformation, il y a un sujet de légitimité qui est extrêmement fort, parce que derrière, il y a aussi beaucoup de peur au niveau du management. Et même à des niveaux de comité de direction, hein, on essaye de passer pour les forces tranquilles, mais on a aussi parfois beaucoup de stress. On est dans des moments où on peut avoir envie de tout bazarder parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est fatigué et qu'on est usé, parce que parfois les transformations sont longues. Et puis parfois aussi parce que ça patine. Donc si on n'a pas fait tout ce travail en amont d'alignement et de légitimité de la fonction RH, c'est pas au moment de la transformation qu'elle va se créer. Puis bien évidemment, la relation avec le CEO est extrêmement importante. Il faut qu'il y ait une confiance réciproque qui se soit construite aussi en amont pour que quand on arrive un peu au pied du mur, on soit... on soit justement légitime. Et en fait, on remarque naturellement, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est que les regards convergent beaucoup sur la fonction RH et sur le DRH, parce qu'il y a des moments où on ne sait plus. Le sujet de la communication, un DRH, il n'est pas directeur de la communication, c'est pas son métier à la base. Mais par contre, en fait, on s'aperçoit que souvent, il se le réapproprie, il est obligé, il ou elle, hein, bien évidemment, de se le réapproprier, parce qu'en fait, il va être beaucoup plus à l'aise pour communiquer avec le corps social. Après, ça dépend aussi de la capacité de structuration du DRH. Et donc, forcément, il y a des choses très, très naturelles qui font que vous prenez votre place naturellement en tant que DRH et en tant que fonction RH. C'est pour ça que je disais en amont, c'est extrêmement important de s'approprier la communication et le change. Quand on est DRH, il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas hésiter à se faire aider en interne ou parfois même en externe, mais en tout cas à le piloter. C'est de l'organisation, c'est de la communication et c'est aussi beaucoup de confiance, dans ce que tu dis, hein, qui sont clés Et de transparence. et de Et transparence. Mmh. s'il y a quelque chose aussi qu'il faut retenir, c'est au milieu parfois de toutes les peurs qui sont générées par la transformation, c'est avoir ce courage managérial de la transparence. Il faut dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. On peut, à un moment donné, gérer des aléas dans le temps, des plannings qui bougent un peu. C'est pas grave, c'est pas grave. Tant qu'à un moment donné, on est, honnête, qu'on est, pédagogue et qu'on fait du suivi d'avancement dans le temps, vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des partenaires sociaux et d'une façon générale du corps social. Nous, c'est ce qu'on a fait dans le cadre du plan de transfo, industriel que l'on a mené et que l'on mène. On a forcément une communication sociale auprès des partenaires sociaux qui sont jalonnés par les CSE centraux, les CSE d'établissement, des réunions, bilatérales avec les organisations syndicales et qui jouent le jeu, hein. Moi, j'ai une vraie chance d'avoir des organisations syndicales qui veulent être partie prenante. Donc, pour moi, c'est une vraie facilité, mais aussi vis-à-vis du management. C'est-à-dire qu'on organise aussi des webcasts sur le sujet de la transformation pour expliquer où est-ce qu'on en est. Déjà, on a expliqué son contexte, son contenu, la raison d'être du plan de transfo, et puis bien évidemment, où est-ce qu'on en est et pourquoi on fait les choses. Parce que forcément, dans les usines, le management a besoin de se le réapproprier. Donc, on fait ces webcasts-là, à la fois aussi sur les résultats économiques, parce qu'il faut acculturer tout le monde, et parce que ça reste quand même l'un des enjeux de compréhension, mais aussi de faire comprendre au management le pourquoi on fait les choses et comment on le suit et où est-ce qu'on en est en termes de réalisation. C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de se dire qu'il y avait un jalon qui était prévu et que malheureusement on l'a loupé pour un certain nombre de raisons. Il faut comprendre pourquoi on l'a, mais il ne faut pas avoir peur de dire qu'à un moment donné, il y a des choses qui ont bougé. Alors après, il y a des façons de le dire pour ne pas décourager tout le monde, mais encore une fois, ces jalons de communication, ces cascading de communication entre j'ai envie de dire, la partie centrale de l'activité, donc le comité de direction qui redescend de façon un peu top-down, et puis au niveau local qui s'approprie cette communication de façon à ce qu'il y ait à la fois du top-down et du bottom-up pour finalement faire remonter les freins. Parce que, encore une fois, nous, ce qu'on attend, c'est pas juste de parler. C'est aussi qu'on nous dise et qu'on nous remonte les difficultés qu'il y a dans le déploiement. Si on veut que les gens soient à l'aise pour nous remonter les difficultés, il faut que nous, on n'ait pas peur de les affronter, ces difficultés-là. Et tout l'enjeu du plan de communication, il est aussi là. Par cette transparence, par des indicateurs opérationnels, par un suivi économique du plan de transformation.
D'où le point du courage managérial qui, en tout cas, est bien présent et qui doit être fait. Et là, dans ces moments-là, il faut se dire, c'est entre guillemets perdre du temps pour en gagner ensuite, parce que tu ramènes du sens et tu vas créer des ambassadeurs auprès de différents corps communicants que sont les managers, tes partenaires sociaux, etc., Mm. etc. Absolument, absolument. Je vois que le temps tourne et m'en voilà bien frustrée parce que c'est un sujet qui est encore tellement large et qu'on pourrait explorer sous mille facettes. Néanmoins, on va devoir clôturer, mais j'aimerais quand même qu'on se pose sur, par rapport à toi, tout ce que tu as vécu, ce que tu as pu apprendre en chemin, quels sont le ou les conseils que tu aimerais partager aux DRH ou RH qui t'écoutent sur le sujet de la transfo. Je vais quelque part, en répondant, peut-être un peu synthétiser, mais vraiment super rapidement, ce que j'ai dit. Encore une fois, une transformation, ça se structure. C'est un point de départ, c'est un point d'arrivée. Il faut absolument que le cadre de la transformation soit extrêmement clair, extrêmement précis, et c'est dans ce cadre-là qu'on pourra gérer les aléas, et ça, il faut avoir une préparation amont qui est extrêmement forte, et ça, quelle que soit la typologie, de transformation. Le deuxième, peut-être le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est ne pas avoir peur de la transparence. Encore une fois, le courage managérial de cette transparence, il va être reconnu par le corps social et il va nous amener beaucoup plus de points positifs que de points, que d'éléments, négatifs, et il nous permettra d'anticiper les comportements. Et le dernier point, j'ai envie de dire, approprions-nous en tant que fonction RH le plan de communication, car elle va être le point de convergence de l'ensemble des objectifs du plan de transformation et de la déclinaison des actions et de la maîtrise de, ce que l'on va dire au corps social, et ce sera une façon pour nous de bien prendre notre place, mais aussi d'avoir, cette place centrale dans son déploiement, donc approprions-nous ça. Et puis si j'ai un conseil, quelque chose qu'il ne faut pas faire dans une transformation, et là je parle des transformations industrielles, restructuration, quelle qu'elle soit, c'est de considérer que c'est le DRH le sponsor de la transformation. Le DRH est un acteur clé de la transformation, est un pilier clé de la transformation, mais il ne doit pas être le sponsor. Le sponsor doit être celui qui arbitre, qui prend les décisions, ou alors si demain c'est le DRH, il doit avoir les leviers pour arbitrer. D'où Voilà. l'importance d'avoir un bon triptyque aussi avec le reste des équipes et d'avoir bien défini en amont qui décide quoi pour pouvoir effectivement avoir de la clarté et que ça se déroule plus facilement et éviter les accros en cours de chemin. Parce que très souvent, dans la transfo, on a des accros en cours de chemin où on se dit, attends, on n'a pas bien défini ça ou ça. Et c'est là où ça commence à patauger un petit peu et devenir embêtant. Absolument. Merci en tout cas, Mickaël, pour tous ces partages. Pour tous ceux qui nous écoutent, j'espère Merci à que toi. le partage que Mickaël nous a fait vous a plu. Alors, je pense que le sujet serait encore un creuset et on l'a abordé, mais on aurait pu se faire un podcast, je pense, Mickaël, d'1 heure et demie sur le sujet, Ouais, malheureusement. En on tout avait cas, sûrement encore beaucoup de choses à se dire. on avait encore beaucoup de choses à se dire. En tout cas, je pense que les grands jalons ont été posés et que ça ouvre effectivement pas mal de réflexions. Donc, merci beaucoup, Mickaël, pour ces partages et pour tous ceux qui nous écoutent. Et ben, je vous dis à très Merci bientôt pour un Pauline. nouvel épisode de Ma vie de DRH. Merci, Mickaël. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si vous souhaitez avoir une communication plus fluide et sincère au sein de votre organisation, un codir plus visionnaire et authentique, des managers qui fédèrent et engagent leurs équipes, et enfin des collaborateurs plus autonomes et responsables, ça vous dit qu'on en parle ? Je vous ai mis notre numéro de téléphone dans la description de ce podcast et je serais ravie de vous avoir au bout du fil. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés et si ce podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. À très vite pour un prochain épisode de Ma vie de DRH.